Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Acteurs Public TV, installé ici au cœur du Salon des transitions professionnelles 2022, un événement porté par le MEDEF Île-de-France avec le soutien de la préfecture de région, la CCI Paris-Île-de-France, le Conseil régional d'Île-de-France et Pôle emploi. Bienvenue pour cette table ronde, ce regard croisé sur les transitions professionnelles en Île-de-France. Depuis ce matin que nous faisons vivre ce plateau au cœur de ce salon, on parle des accompagnements, des dispositifs pour porter les enjeux de reconversion, de transition professionnelle. On parle aussi d'un contexte où tout s'accélère. Dès 35 ans, dès 38 ans, on pense à ces reconversions. On parle de trajectoires qui sont moins linéaires qu'autrefois et même qui font l'objet de sacrées ruptures. Et puis, on parle aussi d'un travail de pédagogie sur ces dispositifs. Il faut les faire savoir, il faut les faire connaître, sortir peut-être parfois de quelques sigles. On parle de tout cela dans le cadre de ce regard croisé, cette table ronde. Merci à mes 5 invités d'être avec moi, d'être disponibles. Nadine Crinier, bonjour. Vous avez le micro, vous êtes directrice régionale de Pôle emploi. À vos côtés, Dominique Restineau, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous retrouver, monsieur le président de la Chambre de commerce d'industrie Paris-Île-de-France. Bruno Lucas, bonjour. Bonjour. Rebonjour même, puisqu'on était en plateau tous les deux il y a quelques instants, délégué général à l'emploi, à la formation professionnelle. Michel Yael, bonjour. Rebonjour aussi. Bonjour. Vous étiez avec moi tout à l'heure, directeur des politiques sociales à la CDC, à la Caisse des dépôts. Et, Stéphane Masse. Bonjour, en effet, pour moi c'est la première fois, fort juste. Parce que je précise pour celles qui nous regardent qu'on a fait des interviews individuelles que vous pouvez retrouver. Vous êtes directeur de l'association Transition Pro Île-de-France. Si vous voulez bien un premier tour de table de manière succincte pour présenter vos organisations, les messages que vous portez et puis votre regard sur les reconversions professionnelles. J'ai précisé le contexte. Quelles sont les problématiques en jeu, Nadine Crinier? Oui, alors Pôle emploi en Île-de-France, c'est 120 sites, près de 9000 collaborateurs avec... pour relever ce défi justement de couvrir les attentes des entreprises et de réconcilier les chercheurs d'emploi avec les besoins des entreprises, des conseillers spécialisés qui accompagnent les parcours des demandeurs d'emploi, le conseil en évolution professionnelle, et puis aussi des conseillers spécialisés entreprises sur chaque bassin qui vont travailler à aller chercher les besoins des entreprises, à comprendre l'environnement de travail pour pouvoir, au fond, amener de la reconversion à des personnes qui n'ont pas choisi toujours de se reconvertir. Et je crois que c'est ça le propre à Pôle emploi, c'est qu'il faut guider des personnes qui sont en situation assez souvent d'échec, quel que soit leur statut, cadre ou non cadre, et qui doivent partir, rebondir vers une autre trajectoire professionnelle. Et donc c'est ce travail assez fin, au plus près du terrain, qui va amener des rencontres qui aujourd'hui ne s'opèrent plus par les seuls canaux digitaux, même s'ils sont utiles, mais qui doivent être portés au plus près des personnes, employeurs et chercheurs d'emploi. Une vraie incarnation, on va l'évoquer. Dominique Restineau, monsieur le président de la CCI Paris-Île-de-France, même question, quel message vous portez sur cet événement? Et pour vous, les reconversions professionnelles, quels sont les enjeux? Alors tout d'abord, j'aimerais rappeler que la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France est un établissement public qui accompagne les entreprises. C'est le premier réseau de proximité ancré dans les territoires et en Île-de-France sur l'ensemble des 8 départements. Nous accompagnons les porteurs de projets, les entreprises dans la création, le développement et la transmission des entreprises. Nous sommes en première ligne missionnés par le gouvernement également pour accompagner dans la mutation des transitions, transition énergétique, digitale et sociale des entreprises. Nous avons 2 pôles filialisés, un pôle sur les congrès et salons et un pôle sur notre pôle éducatif. Et c'est là où on revient sur la formation, puisque nous formons chaque année 72 000 personnes, 42 000 personnes en formation initiale. Ensuite, à l'intérieur, il y a 19 000 jeunes en apprentissage et 30 000 personnes en formation continue. Donc on est pleinement dans cette action d'accompagnement des changements, que ce soit pour la création ou la reprise d'entreprise, ou que ce soit pour apprendre d'autres métiers, d'autres compétences, et pour se transformer également, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a entendu qu'on ne restait plus dans la même entreprise. Je crois que ce n'est même plus un souhait de qui que ce soit de rester dans la même entreprise pendant 40 ou 50 ans.
Merci beaucoup. Bruno Lucas, rappelez-nous les missions du délégué général à l'emploi, à la formation professionnelle, et puis sur ces enjeux de reconversion professionnelle, y a-t-il urgence et comment vous intervenez? Alors la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, c'est la direction qui, auprès d'Olivier Dussopt et de Carole Grandjean, porte l'ensemble des politiques publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle, qui vont de l'insertion des publics les plus éloignés, juste aux questions de mutation économique et d'accompagnement des entreprises, avec un fil rouge qui nous amène au sujet des reconversions, qui est celui de la compétence, donc ce qui emporte les sujets en matière d'apprentissage, en matière de formation continue et en matière de transition sur le marché du travail, dans un contexte où, on se le disait tout à l'heure, on a une chance historique. On a des entreprises qui recrutent massivement, on a l'horizon du plein emploi qui devient possible, mais pour le rendre possible, il y a un travail très important à faire en matière d'accompagnement des actifs et en matière d'appui aux entreprises pour organiser la rencontre. Ça suppose des acteurs, ceux qui sont autour de la table sont très importants, ça suppose aussi des dispositifs et c'est l'organisation de ces deux aspects qui doit nous permettre de réussir. Merci beaucoup. Michel Yeyel, vous êtes directeur des politiques sociales à la Caisse des dépôts. Comment vous intervenez sur ces enjeux de transition, d'accompagnement? Quelles sont vos missions? Et quel est votre regard sur ces reconversions professionnelles qui devient un enjeu phare aujourd'hui? J'ai coutume de dire, ce qui est peut-être un peu immodeste, que nous sommes, la Caisse est en matière de formation ce que la SNCF est au transport terrestre. C'est-à-dire qu'on fournit le réseau. La loi nous le confie d'une certaine manière, on le développe, on le gère sous le contrôle amical et vigilant de mon voisin et de Bercy, bien entendu, mais on ne choisit pas la destination des voyageurs, Dieu merci. Donc la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est ça aussi qui nous motive tous et qui fait qu'on doit fournir aux personnes qui disposent d'un compte personnel de formation, il y en a 40 millions à l'heure où je vous parle, doivent être accompagnés, éclairés pour pouvoir réaliser leur choix dans les meilleures conditions. On y reviendra sans doute. Donc la technologie et la gestion qu'on a mise autour, le système d'information, sa modernité, le recours à l'intelligence artificielle, tout ça est au service de cet enjeu fondamental. Comment rendre simple quelque chose qui est nécessairement compliqué et comment rendre possible l'exercice d'une liberté qui ne se traduise pas par des faux semblants ou des mauvaises issues. Donc c'est une grosse responsabilité, mais la responsabilité, elle pèse sur ce service public, elle ne pèse pas sur nous. Et ce service public, on en est tous collectivement, d'une certaine manière, copropriétaires et coproducteurs. C'est intéressant, important de le souligner, que vous travaillez évidemment ensemble. Stéphane Mas, je le disais, directeur de l'association Transition Pro Île-de-France. Alors, quelles sont les missions de votre association et quel est votre regard sur le contexte aujourd'hui qui porte les reconversions professionnelles? Oui, l'association Transition Pro Île-de-France est partie d'un réseau d'associations. Nous sommes présents sur l'ensemble des territoires et je crois que c'est un élément essentiel. Ça veut dire que la reconversion, elle se passe dans les logiques de proximité. Elle est administrée par les partenaires sociaux. Je crois qu'il faut aussi le mettre en avant, qui ont une très bonne connaissance des problématiques d'emploi, de reconversion et de transformation économique, écologique, des mutations diverses. Et nous accompagnons, c'est notre rôle essentiel, notre mission essentielle, les reconversions sur les territoires. Et notamment en finançant ces reconversions via un dispositif qui s'appelle le projet de transition professionnelle, qui permet, c'est aussi une spécificité française, à un salarié de pouvoir se reconvertir vers un autre métier en profitant d'une prise en charge des coûts pédagogiques de sa formation, mais aussi de sa rémunération tout au long de son parcours de reconversion. Et sont aujourd'hui plus de 6000 salariés que nous accompagnons en Île-de-France dans cette dynamique de reconversion. Alors, si on peut faire une analyse un peu de la situation, vous l'avez très très bien dit, les mutations écologiques, les mutations énergétiques, les mutations diverses et variées impactent très fortement les mobilités. Prenons la filière énergétique, qui est un cas extrêmement concret. On parle de la création de 300 000 postes. C'est potentiellement 800 000 postes qui vont disparaître d'ici 2050 et 1 100 000 postes qui vont se créer. Eh bien, nous accompagnons ces mobilités et nous permettons à ces salariés, avec la prise en charge de ces formations de reconversion, d'aller vers ces métiers dits porteurs à forte, je dirais, sur le plan de l'emploi, à forte perspective d'emploi. Ça, c'est le premier point. Nous voyons aussi que ce sont souvent les bas niveaux de qualification qui sont les plus touchés par les risques potentiels de chômage. Et là encore, c'est comment on accompagne ces bas niveaux de qualification. On en reparlera avec Pôle emploi pour qu'ils soient en réponse
réponse aussi aux besoins des entreprises et des territoires. 60% des métiers sont en tension. Les recrutements, on voit bien, les entreprises sont à la recherche de compétences. Et notre rôle aussi, c'est d'accompagner par l'intermédiaire des financements et de l'éclairage aussi sur ces fameux métiers porteurs, les publics, pour qu'ils puissent répondre aux problématiques des entreprises sur les territoires, tout en respectant les libertés de choix de chacun. Merci tous les 5 d'avoir très bien posé les enjeux. Beaucoup de constats qui s'opèrent, qui sont formulés depuis le début du salon. La nécessité de rendre davantage visibles des dispositifs, le fait de coller, vous l'avez dit, au plus près des besoins des entreprises, le fait de faire peut-être des focus sur certaines filières où il y a un besoin, où il y a une réelle et très forte pénurie, et puis la question de l'articulation de ces dispositifs. Alors, quelles sont les solutions? Comment faire? Peut-être avec vous en premier, Nadine Crinier, comment rendre peut-être mieux articuler ces dispositifs, comment les rendre plus visibles, peut-être plus compréhensibles pour tous les acteurs et pour toutes celles et ceux, enfin pour les utilisateurs au final? Alors, effectivement, on n'a jamais eu autant de dispositifs à notre main pour accompagner des parcours de formation. Hein. Vous parliez du CPF, mais il y a aussi tous les moyens du PAC et du PRIC déclinés en région. C'est 120 000 places de formation qui auront trouvé un bénéficiaire cette année avec le Conseil régional dans les secteurs en tension, donc hôtellerie-restauration, bâtiment, transport, logistique, santé, aide à la personne, donc des secteurs qui ont des besoins de recrutement, mais avec des usages qui évoluent. Un demandeur d'emploi à Pôle emploi nous déclarait avoir une mobilité de 30 km. Aujourd'hui, il nous déclare plutôt une mobilité de 15 km. Et donc, on voit pour certains métiers en tension déjà des problématiques qui augmentent par rapport à un déficit existant d'attractivité. On voit des organisations aussi parfois d'entreprises qui ne permettent pas à une personne de se déplacer. Vous êtes en 2-8. Le 2-8 démarre à 7 heures. Vous avez une garde d'enfant, un enfant à déposer. Donc les employeurs aujourd'hui réfléchissent aussi à ces éléments. J'ai un employeur sur Corbeil-Essonnes qui a modifié l'horaire de démarrage pour un certain nombre de ses salariés, de ces horaires postés en 2-8. Donc on voit qu'il y a des usages qui se transforment chez les particuliers, on va dire au sens large, les actifs, et puis des employeurs qui cherchent aussi à développer au fond leur capacité à trouver des salariés et qui bougent leur ligne par rapport à des organisations du travail. Pour autant, cette rencontre ne s'opère pas facilement, et c'est vrai qu'il faut pouvoir rendre visibles au fond ces métiers, mais aussi les entreprises directement sur les territoires, augmenter les visites, les immersions en entreprise, qui est un dispositif qui est beaucoup développé actuellement, doit à la fois permettre non seulement de qualifier j'ai envie de faire ce métier ou pourquoi pas moi, et du coup en quelques jours je vais mieux mesurer le contexte de travail, ou bien aussi au fond j'ai déjà travaillé dans l'industrie mais je ne travaillais pas ce type de matériaux, je vais aller voir comment ça se passe et si mes aptitudes peuvent correspondre et monter des dispositifs d'adaptation. Donc il y a beaucoup de solutions, mais nous notre travail c'est favoriser la rencontre au travers de moments où les employeurs voient des personnes qu'ils n'auraient pas retenues par CV, nous disent-elles. Oui, merci beaucoup Nadine Crinier. Dominique Restineau, Madame Crinier le dit, jamais eu autant de dispositifs et c'est tant mieux. Visiblement, il faut peut-être encore davantage les incarner, les faire savoir, aller les faire vivre sur le terrain en grande proximité avec les acteurs. Alors, je partage tout ce que dit Nadine Crinier. Qu'il y en ait beaucoup. Je trouve ça bien parce que chacun peut puiser ce dont il pense avoir besoin. Et en plus, quand il y a des dispositifs, ça veut dire qu'il y a des femmes et des hommes derrière. Et tout ça est en réalité une histoire humaine et une histoire d'hommes et de femmes où on va s'occuper des uns ou des autres, répondre aux uns et aux autres. Et il faut qu'il y ait le fit et il faut que ça passe. Après, j'ai largement connu ça dans le monde de l'entrepreneuriat, de la création et de la reprise d'entreprise et de la création d'entreprise. L'intérêt ou comment optimiser. Bien sûr, on peut se dire il faut le faire savoir. Mais je crois que tout le monde essaye de le faire savoir. C'est tous les jours qu'on a de cesse de le faire savoir. Je pense qu'il y a un intérêt à davantage travailler ensemble pour mieux se connaître déjà ensemble. En réalité, parce que
tout le monde travaille de temps en temps un peu en silo, même si c'est en train de changer, c'est ça qu'il faut accentuer, le fait qu'on travaille davantage ensemble pour avoir je dirais un périmètre où chacun et chacune vont pouvoir se retrouver. Et de travailler ensemble, ça permet de décliner les offres. Ça se fait aujourd'hui dans le domaine de la création d'entreprises. Je pense qu'on peut avoir le même principe là. Ça veut dire qu'il faut s'écouter, il faut renvoyer sur d'autres organisations des gens qui ne correspondent pas à ce que nous faisons. J'ai l'impression que je ne suis pas très clair quand vous me regardez comme ça. Non, pardon. Je réfléchissais au cadre justement pour se rencontrer à un événement comme celui-là. D'accord. Et j'allais y venir. Et justement, le fait de faire des salons comme celui-ci aujourd'hui, avec le MEDEF, et je suis très fier, je suis sûr que nous partageons tout ce point-là, très heureux qu'on partage ça parce que c'est de travailler ensemble. De travailler ensemble. Moi, il y a les organisations que je connais, mais je connais moins les gens. Mais je sais que demain matin, quand j'ai quelque chose dans ma tête, s'il y a un projet quelque part, je sais qui appeler en réalité. Et on pense qu'on connaît à peu près beaucoup de gens ou beaucoup de monde. Mais le fait de se côtoyer, c'est un peu comme les visios et puis le réel. J'y pensais aussi. C'est à peu près la même chose. Alors c'est bien les visios, pas de problème, mais il faut continuer à se voir en réel parce que c'est là où on crée du lien et du lien. C'est là où on partage des choses. Et les femmes et les hommes que nous renseignons, que nous accompagnons, ont besoin de ça également parce qu'on peut penser dans tel... Voilà, c'est pas nous qui allons accompagner la personne, c'est telle ou telle organisation parce que ça lui correspond davantage. Bruno Lucas, en prolongement, ça veut dire qu'il faut incarner, porter les dispositifs. Nadine Crinier le disait, aller dans les entreprises pour ajuster les dispositifs, les connaître très finement. Dominique Rostino le disait aussi, se rencontrer, donc créer des cadres de dialogue. Voilà, tout ça, c'est de la rencontre, des échanges, du terrain. Je pense que moi, je me retrouve totalement et dans l'idée qu'en effet, il faut mieux incarner les choses auprès de ceux qui vont les utiliser, les actifs d'un côté, les entreprises de l'autre, et dans l'idée qu'un des grands enjeux, c'est moins finalement on manque pas d'acteurs compétents, puissants, de réseaux informés sur le terrain. Et là, je pense qu'il y a un échantillon particulièrement intéressant et représentatif. Et le vrai sujet, c'est de mieux travailler ensemble. C'est d'ailleurs un des attendus de la mission qui a été confiée à Thibaut Guilluy de réflexion sur France Travail, précisément de voir les conditions dans lesquelles demain, le service public de l'emploi, dans ses différentes composantes, avec ses grands partenaires, peut mieux, sur le terrain, s'organiser pour finalement proposer une offre de services coordonnée, non pas uniformisée, mais coordonnée, vous l'avez très bien dit, et pour mieux travailler ensemble. Moi, j'ai des exemples en tête. Les CCI nous ont aidés à mieux faire connaître le dispositif de mise en situation professionnelle, la PMSMP. Donc ça, c'est un très bon exemple, une très bonne intimité avec les entreprises. Et nous, on a un dispositif et donc on s'appuie. Expliquez-nous, parce que justement, mettre les exemples qui marchent, je vais peut-être laisser les opérationnels le faire. En fait, on peut dire immersion. Immersion. Voilà. Désormais, ça s'appelle immersion facilitée et c'est un dispositif qui est soit sur valider son orientation professionnelle, découvrir un métier, ou bien créer des conditions d'une pré-embauche quelque part pour dire les choses simplement. Ça marche bien, hein, plutôt qu'un sigle, ce mot-clé immersion. En tout cas, là, les chambres de commerce ont vraiment joué le jeu. Ça a très très bien fonctionné et merci de le dire. C'est important de le souligner. Michel Yeyel, à Caisse des dépôts, vous étiez à la tête de France Stratégie. Vous avez un regard sur toutes ces politiques publiques et la manière de faire. Comment avancer à écouter les intervenants? Il faut peut-être préciser la méthode, c'est ça, pour être plus efficace, plus en proximité, plus en dialogue. C'est tout ça à la fois? C'est un peu tout ça à la fois. Et si c'était simple, on ne serait probablement pas là pour en parler. Je pense que quand on se met à la place, ce qui est toujours périlleux mais nécessaire, des usagers du système, a fortiori des demandeurs d'emploi, ce qui manque le plus ou ce qui manquait le plus, on a fait du chemin, il reste à en faire, ce sont des informations stables sur un univers qui bouge, donc c'est compliqué, facile d'accès, et le digital a son rôle, mais il ne remplit pas tous les rôles. Sur la cartographie des possibles, c'est-à-dire c'est forcément un cheminement, une reconversion, une conversion, un accès à l'emploi, un changement d'emploi, c'est un cheminement, c'est pas comme ça en claquant des doigts. Donc ce qu'on a apporté, je pense, collectivement avec un outil comme le CPF, qui n'est pas le centre du monde, hein, qui est un des gros outils du moment, c'est un levier de simplification, de robustesse, de concentration de l'information
et d'éclairage sur des sujets un tout petit peu périphériques, très essentiels, comme par exemple le conseil en évolution professionnelle. Aujourd'hui, vous arrivez sur votre CPF pour la première fois. La première information que vous trouvez en lettre de feu, c'est si vous avez besoin d'un conseil en évolution professionnelle, vous cliquez là et comme ça, on va vous annoncer quelle est la plus proche de chez vous parce que c'est géolocalisé. C'est pas la pierre philosophale, mais c'est quelque chose qui permet d'aller vite, d'aller bien et d'aller à l'essentiel. Et je pense que une des voies qu'on a trouvées collectivement et sous l'égide des textes divers qui se sont accumulés, j'en sais quelque chose depuis quelques années. Il y a eu la loi de 2018, il y a eu la loi de 2014, et puis on peut remonter comme ça jusqu'à Jacques Delors, en oubliant quelques phases intermédiaires. Tout ça va à peu près dans le même sens, et c'est ce que je disais tout à l'heure, la difficulté d'équilibrer les outils que l'on fournit à la personne pour qu'elle fasse ses choix citoyens, parce que c'est un choix citoyen qui en plus est très intime d'une certaine manière, des outils qui permettent à chacun d'être dans une situation un peu moins inégale sur la ligne de départ, parce qu'il suffit de ne rien faire pour que les inégalités explosent du jour au lendemain, et en même temps, de la part des pouvoirs publics, un souci de rationaliser le système, de le contrôler, d'en assurer la qualité et toujours la simplicité. Moi, j'ai toujours coutume de dire, je terminerai par ça, que quand on a le choix entre 3 procédures, c'est qu'il y en a au moins 2 de trop. Merci Michel Yael, Stéphane Mas. Facile d'accès, les dispositifs faciles d'accès, simples, évidemment lisibles. Visiblement, on avance en la matière, on peut aller plus loin encore. Écoutez, bien évidemment qu'on peut toujours aller plus loin et on s'y attelle. Moi, je crois quand même que, la communication, elle n'est pas à négliger, même si on informe. On est encore sur des dispositifs relativement récents pour certains d'entre eux. Et il faut poursuivre la communication. Je pense notamment concernant l'évolution professionnelle. On a aujourd'hui, par exemple, par rapport au projet de transition professionnelle, 34% des salariés qui passent par le conseil en évolution professionnelle. Et il y a une communication à amplifier. La collaboration, la co-construction, je crois que la loi de 2018 a amené aussi nos organisations à aller plus loin et à travailler ensemble pour répondre au mieux aux besoins des territoires, des salariés, des entreprises. Et je crois qu'il faut aussi le mettre en avant. Moi, je vois très concrètement sur le terrain, par un certain nombre de conventions, mais aussi derrière, ce sont des femmes et des hommes, vous l'avez très très bien dit, nous nous réunissons pour construire ensemble, de manière très opérationnelle, ces accompagnements-là des publics en lien avec la reconversion. Et puis, vous l'avez dit, dans la notion de dispositif, on voit aussi des évolutions intéressantes. Je pense à la VAE, dans la simplification d'un certain nombre de dispositifs. Par exemple, la loi qui a été promulguée, ou qui va être promulguée, sur la VAE, est intéressante parce qu'elle simplifie un dispositif qui doit permettre une reconnaissance de l'expérience par le diplôme, qui reste quand même le sésame, le diplôme. Il faut aussi qu'on le mette aujourd'hui en avant en matière d'employabilité, ou encore Transco, même si aujourd'hui on peut dire que ce dispositif est plutôt dans une phase de lancement, qui doit encore faire ses preuves, qui permet aux entreprises d'anticiper les mutations économiques et d'accompagner les salariés dans une démarche sécurisée sur des emplois fragilisés vers des emplois porteurs. Et là, on voit bien cet accompagnement sont des dispositifs qui peuvent répondre aux problématiques qu'on retrouve sur les territoires. Simplification des dispositifs, on l'a vu, 2 exemples. Collaboration, travail, co-construction ensemble entre les acteurs du terrain et communication. Je crois qu'on a là 3 piliers qui doivent permettre d'aller plus loin et d'avancer plus vite. Et il est important de souligner qu'on ne part pas d'une page blanche. Non, loin de là. Vous avancez. Dominique Cristino, je vous voyais réagir. Oui, je voulais rebondir sur 2 points. La communication, je suis d'accord qu'il faut quand même communiquer et communiquer massivement parce que c'est du grand public. Quand on voit le plan Un jeune, une solution, un jeune, un mentor, je peux vous garantir que ça fonctionne. Et le mentorat, je crois que je connais un petit peu pour l'avoir apporté pour les entrepreneurs du Québec il y a 18 ans. Donc ça, il faut quand même continuer ou accentuer ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que la transition professionnelle, ça ne doit pas être un problème. Ça doit être des opportunités. Et en réalité, j'ai entendu, je ne sais plus, je veux dire, généralement, ce sont des demandeurs d'emploi. Non, il y a des demandeurs d'emploi et il y a aussi des hommes et des femmes. Et alors, chez les jeunes, sur les coups de 30 ans, je peux vous garantir que j'ai fait un super diplôme dans de la gestion et je vais faire attention à ce que je dis, contrôleur de gestion, qui est un très bon métier, dans une banque ou dans une organisation un peu, ça ne plaît plus toujours. Mais dans une ONG, par exemple, on peut avoir aussi
besoin d'un contrôleur de gestion parce que ça va se professionnaliser. Et donc, c'est comment on amène et comment, dans la vie de tous les jours, comment on montre qu'on doit évoluer. Avant, on a dit, pendant 20 ans ou 30 ans, on ne va plus rester dans la même entreprise toute sa vie. Certes. En plus, les jeunes, ils comprennent très très vite ce genre de choses. Mais il faut accompagner ce mouvement en créant des opportunités et non pas que ça devienne une problématique. Il ne faut pas arriver à Pôle emploi en se disant qu'est-ce que je vais faire maintenant. Il faut qu'il y ait... C'est un muscle où on travaille les choses, où on se forme. Parce que se former tout au long de la vie, c'est avoir des possibilités. Et se former, ce n'est pas forcément un métier. Se former, c'est également réfléchir à certaines choses. C'est tout ça, se former en même temps. C'est en permanence. Nadine Crinier, Oui, moi je voulais réagir au mot muscle, parce que le sujet d'avoir un muscle en bon état, c'est qu'il soit travaillé durant l'emploi en entreprise, pendant aussi l'éducation initiale. Et donc là, je crois qu'il y a encore vraiment beaucoup de marge de progrès à avoir parce que malgré tout, parfois le muscle n'est pas là, il faut le recréer. Et c'est ce laps de temps qu'on doit réduire le plus possible par rapport aux besoins du monde économique. Et un autre point, enfin moi je pense que nous, tête des réseaux à un niveau national ou régional, on doit être là pour impulser du réseau à ceux qui n'en ont pas. Et donc nous, on est là pour amplifier, non pas... pour être sur, au fond, des gens qui s'entendent bien au niveau local. Ça, c'est bien, il faut continuer. Mais que tout le monde s'entende mieux au niveau local parce que les têtes de réseau ont des axes de travail en commun, la formation, l'immersion, résoudre des difficultés de recrutement sur certaines filières par des actions concrètes, parfois même de créer des réseaux de transport qui n'existent pas. Ce n'est pas toujours un lien compétence, la difficulté à recruter. Eh bien, au fond, nous, notre mission au niveau régional, c'est de faire que ça se produise partout dans les territoires et pas juste par des affinités à un moment donné. Donc voilà aussi l'intérêt de ce type de manifestation, c'est d'amplifier le mouvement. Bien sûr, monsieur le directeur de Transition Pro Île-de-France. Non, mais ce qui est intéressant aussi à mettre en avant, c'est que la reconversion, elle ne porte pas que sur les demandeurs d'emploi. Les salariés sont aujourd'hui engagés dans une volonté de reconversion. Lorsque vous avez un certain nombre de sondages qui paraissent et d'enquêtes, on a près de 50% des salariés qui disent je souhaite me reconvertir ou j'ai déjà engagé une démarche de reconversion. Pour différentes raisons. Il y a des raisons qui sont évoquées, qui sont des raisons de mutation qui génèrent des anticipations par rapport à des métiers qui disparaissent vers des métiers porteurs. Mais il y a aussi des démarches beaucoup plus volontaires. Vous avez du burn-out, vous avez des volontés de retrouver du sens aussi à son travail. On le voit notamment chez les cadres qui vont vers des métiers de l'artisanat. Et ce n'est pas seulement le cas atypique. Aujourd'hui, il y a une vraie démarche de ce type-là d'un certain nombre de cadres. Il y a les conditions de travail, la QVT, qui est un élément aussi essentiel avec l'allongement, puisqu'on parle notamment des seniors. Vous voyez que tous ces phénomènes-là créent des enjeux essentiels que nous sommes amenés, nous, ensemble, dans la collaboration qui est la nôtre, dans la construction qui est la nôtre, de permettre de faciliter ces mobilités et de les sécuriser. Et comment faire en sorte, peut-être, Bruno Lucas, justement, pour quand on y pense, et avant d'entamer la démarche, la ministre tout à l'heure disait 38 ans, ce qui est de plus en plus tôt, mais ça veut dire que dès 34, 35 ans, on y pense. Comment faire en sorte, justement, de flécher peut-être sur les métiers qui sont les plus en tension, où on parlait tout à l'heure sur un autre plateau de bâtiment, où l'intervenant me disait, mais il y a beaucoup d'idées reçues, au fond, la réalité est bien au-delà. Enfin, comment on fait pour celles et ceux qui sont justement en réflexion pour aller vers le sens, pour les diriger, les flécher vers ces filières-là? Surtout, je pense que ce qui est très important, c'est de ne pas avoir une approche mécanique. Il y a des personnes là, il y a des solutions là, et on va mettre les gens dans des tuyaux. Pas comme ça que ça marche. Ça marche parce qu'on est capable, comme ça a été dit tout à l'heure, d'incarner ce que sont les métiers, de dépasser des représentations et de montrer les trajectoires qu'il y a derrière. Et de montrer, ça a été aussi très bien dit tout à l'heure, que la formation, ça n'est pas simplement pour être capable d'occuper un poste, mais c'est aussi d'être capable d'apprendre à apprendre et de se développer. Donc c'est de donner envie. Et donc ce qui est intéressant dans ce champ de politique publique, c'est qu'il y a dans le fond un très fort alignement de l'ensemble des acteurs. Je crois qu'on le voit bien dans l'échange qu'on a. Et finalement, on est vraiment dans une question d'exécution. C'est un art d'exécution. Et cet art d'exécution, il doit se dérouler sur le terrain et en étant en mode résolution de problèmes. Nous, on a la conviction, par exemple, qu'il faut à la fois travailler en direction, on l'a dit tout à l'heure,
des actifs, des demandeurs d'emploi pour leur montrer ce que sont les métiers. Donc il y a un travail d'incarnation, de présentation, d'évocation, de témoignage à faire. Il y a aussi un travail à faire en direction des petites entreprises, notamment des TPE. On a, nous, un outil, alors c'est un sigle, vous me pardonnerez, qui s'appelle la PCRH, Prestation Conseil en Ressources Humaines, qui permet d'aider un chef d'entreprise qui le souhaite à travailler sur une dimension RH qui peut être le recrutement et qui lui permet finalement de retravailler sur les conditions dans lesquelles il va être capable de mieux présenter ses métiers et de mieux présenter les trajectoires qu'il propose ensuite aux actifs. Donc c'est vraiment un travail qui se déroule sur le terrain et qui suppose vraiment d'avoir une approche à la fois pragmatique mais non autoritaire des parcours. Peut-être Michel Yael d'abord et ensuite Dominique Crostino. Est-ce que, en substance, Michel Yael, je résume bien les choses en disant qu'il y a une forme d'alignement des planètes là en ce moment qui est en train de s'opérer et que on peut accélérer, qu'il y a une opportunité à saisir pour avancer sur ce champ de politique publique? Oui, je crois il y a des périodes comme ça dans la vie dont on est un peu spectateur parce que c'est un peu le hasard des choses. Et quand je dis spectateur, c'est spectateur du moment qui fait que les gens s'entendent et que les choses s'éclairent. Alors c'est un dosage, vous savez, c'est comme dans les cocktails, y compris sans alcool, tout est une question de dosage parce que sinon il y a trop de ceci ou pas assez de cela. Nous, on est ravis de la façon dont les choses se passent parce qu'on n'y serait jamais arrivé. Ce n'était pas un enjeu technique uniquement, c'était... la création du CPF, ça a été une aventure à tous égards, y compris d'ailleurs pour associer un maximum de gens, bénéficiaires futurs ou chefs d'entreprise en particulier, organismes de formation, à cette création collective. L'avantage de ces moments à un revers, c'est que ce sont des moments fragiles. On est un peu suspendu, vous savez, comme un pont de singe au-dessus de l'histoire. On est parfois un peu sur une jambe. Et il ne faut surtout pas qu'on s'endorme. C'est-à-dire, c'est pas parce que les choses se sont bien passées jusqu'à présent qu'elles se passeront bien demain. C'est une énergie sans cesse renouvelée. Et je pense que, comme le disait un personnage politique, il faut rester à portée d'engueulade. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a dans l'application un petit espace qui permet de signaler quand quelque chose ne va pas et surtout de noter, d'évaluer plus exactement la formation à laquelle on vient d'assister. À notre grande surprise, parce qu'on était un peu pessimiste, les notes moyennes sont bonnes. C'est-à-dire qu'on a des centaines de milliers de stagiaires qui ont répondu à la question qui leur était posée. Il y a 5 questions et la note moyenne est de 4,6 sur 5. Alors autour de ça, il y a 2 interprétations possibles. Soit les gens sont vraiment contents, soit ceux qui répondent, contrairement à ce qui se passe dans d'autres applications plutôt touristiques, sont ceux qui sont contents, alors que d'habitude c'est plutôt ceux qui râlent. Bon, moi je suis ni optimiste ni pessimiste, je constate simplement que si la note avait été 2, on aurait sans doute parlé du sujet plus qu'on en parle maintenant, alors que manifestement les gens sont plutôt satisfaits. Et tout ça prendra, je terminerai par là, un peu de temps quand même. Il faut éviter de juger trop les choses en temps réel. Ça va tellement vite, ça a été une telle poussée, cette aventure, qu'on aimerait tous savoir le moindre détail sur la façon dont les choses se sont passées au millimètre. Le CPF vient d'avoir 3 ans. 3 ans, c'est pas tout à fait l'âge de raison. On marche, on a une vie normale, on dort la nuit en règle générale. Enfin, on ne court pas encore le 110 mètres/heure en moins de 13 secondes, quoi. Donc, restons modestes et attentifs pour que la croissance de ce petit continue de se dérouler sous les meilleurs auspices. Mais quand tout s'accélère, 3 ans, ça compte dans le champ de la décision publique. Dominique Crostino, alignement des planètes et puis le fait d'être toujours vraiment à la guet. Oui, et puis quand on sait qu'en France, à travers toutes les enquêtes, les sondages, 50% des gens ont un désir de création d'entreprise, d'entrepreneuriat. Alors bien évidemment que tout le monde ne peut pas arriver jusqu'au bout. Mais en clair, ça veut dire j'ai un projet, j'ai un rêve. Ça peut être de monter une start-up qui va valoir des milliards. Ça peut être d'apprendre un métier et de pouvoir en vivre, très simplement. Mais en tout cas, quand on a ce phénomène où des gens aujourd'hui ont envie de retrouver du sens, de compter leur temps, même si demain ils travailleront, s'ils créent leur entreprise, encore plus qu'hier. Un entrepreneur, ça ne compte pas ses heures. Il y a cette démarche-là qui est très positive. Donc il faut accompagner ce mouvement. Je reviens toujours au poumon, aux muscles, pardon. Ça va assez, le poumon et le muscle. Mais bien sûr, il y a aussi ceux qu'il faut ramener dans un contexte plus constructif et plus positif. Dans ce sens, tout le plan, les entreprises s'engagent
qui a été mis en place, que je connais plutôt assez bien, parce que j'ai lancé ce club à la Chambre de commerce de Paris, et qu'aujourd'hui, sur l'Île-de-France, j'ai un délégué en charge de ça, autour de l'inclusion par l'activité économique, c'est redonner et reformer des gens. Avec Pôle emploi, nous travaillons, parce qu'il y a effectivement des marchés en pénurie, dans les CHR par exemple, à avoir et à recruter, sélectionner par Pôle emploi, des femmes et des hommes sur des thématiques de services dans la restauration, dans la logistique par exemple, ou dans la sécurité. Ça se fait en Seine-Saint-Denis, à la Chambre de Seine-Saint-Denis, à Paris, dans les Yvelines, où on va mettre des gens en situation, on va faire en sorte de pouvoir avoir des offres d'emploi, ou en tout cas avoir des chefs d'entreprise hôteliers ou restaurateurs par exemple, de pouvoir les mettre en situation pour derrière, avec du financement qui vient de Pôle emploi, pouvoir les faire, de pouvoir les former. Vous les remettez, c'est du projet. En clair, la vie, c'est des projets où les projets, c'est la vie. Et tout ce nerf que nous cherchons à faire, c'est redonner de la vie et du sens, et parfois à certains ou certaines qui ont été mis de côté à un moment ou à un autre. Stéphane Masse ou Nadine Crinier, peut-être je voyais Stéphane Masse. Oui, non, mais c'est intéressant. On revient sur la création d'entreprises. Il y a une vraie dynamique, là aussi, quand on parle d'alignement des planètes, il y a une vraie dynamique, notamment en Ile-de-France, sur la création d'entreprises, alors portée notamment par les auto-entrepreneurs, mais notamment, pas que, la Grande Couronne aussi, très dynamique dans le domaine du bâtiment, sur Paris Intramuros, plutôt l'information, le numérique et la finance. Et on le voit dans les dispositifs, notamment démissionnaires. On parle un peu de tuyauterie, mais c'est aussi important, qui permet à un salarié qui démissionne de pouvoir percevoir l'aide au retour à l'emploi lorsqu'il a notamment un projet de création d'entreprise. C'est 70% d'ailleurs de ce dispositif qui est utilisé pour créer une entreprise ou la reprendre. On voit une dynamique qui se crée autour de ce dispositif. C'est le premier business angels de la création d'entreprise en France. C'est très important de le souligner. Un certain nombre d'entrepreneurs nous le disent. Heureusement que Pôle emploi est là, mais allez-y. Avec Pôle emploi d'ailleurs, par rapport à l'aide au retour à l'emploi, mais aussi dans le dispositif de projet de transition professionnelle, c'est 15%. Et notamment chez les seniors. Et là, ça intéresse sur l'activité, le taux d'activité des seniors qui vont prendre ce véhicule pour créer leur entreprise. On voit bien un alignement des planètes, aussi bien sur la formation reconversion que sur la création d'entreprises. Merci beaucoup Nadine Crinier. Peut-être Dominique Restineau le disait, vous êtes un business angel. Heureusement que vous êtes là pour porter l'entrepreneuriat. Mais allez. Alors, les conseillers sont des anges, ça c'est sûr. Mais au fond, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'aujourd'hui, chacun peut avoir le pouvoir de choisir, ce qui est énorme, parce que moi, je n'ai jamais connu ça. Ça fait 37 ans que je travaille dans le domaine de l'emploi. Le sujet, vraiment, c'est... Et pour autant, en Ile-de-France, 220 000 personnes qui sont au chômage depuis 1 an. Donc, notre défi collectif, c'est que ces personnes aient le muscle au fond, d'être à nouveau en confiance, conscients de leurs compétences, de leur savoir-être, pour être en capacité de choisir avec les JO qui arrivent, avec quand même des secteurs pour tout le monde, qu'on soit qualifié ou non qualifié, qui vont proposer de nombreux emplois. Donc on est vraiment à un moment aussi de bascule et qui peut créer un vrai dynamisme, y compris pour ceux qui sont les plus éloignés. Donc c'est ça aussi l'enjeu. Et puis sur la création d'entreprises, effectivement, le sujet, c'est peu de gens imaginent créer leur propre emploi. Donc nous, on a des prestations comme s'imaginer créateur, accompagner jusqu'à la définition du projet. Et puis après, on passe le relais aux chambres des métiers, aux chambres de commerce et d'industrie pour là aller conforter le projet. Et puis on vient soutenir pour ceux qui ont bénéficier d'un revenu de remplacement, d'une aide qui leur permet de l'activer pour la création et qui est un soutien indéniable dans la création d'entreprises. Parce que peut-être à tous les 5, dans un projet de création, il y a le projet et puis il y a l'envie. Et les deux sont aussi importants. Et souvent, on a l'envie et puis le projet n'est pas tout à fait abouti, mais vous êtes là pour justement aiguiller, Dominique. Oui, déjà, il faut avoir l'envie. Ou se poser la question. Ensuite, on est là pour informer, pour orienter, pour les accompagner dans cette démarche. On parle beaucoup de création. Ouais. Je pense que dans notre pays, la France est un pays d'entrepreneurs. Je vous le garantis. Vous savez, j'ai présidé l'Agence pour la création d'entreprises, qui aujourd'hui est transformée en Agence France Entrepreneur et qui aujourd'hui est BPI Création. C'est véritablement un pays d'entrepreneurs. J'avais importé du Québec également l'indice entrepreneurial français, à l'instar de l'indice entrepreneurial québécois.
18 millions de personnes sur cet indice. 18 millions de personnes font partie de cette chaîne du monde de l'entrepreneuriat, entre les porteurs de projets, les entrepreneurs, ceux qui ont été entrepreneurs. C'est 18 millions de personnes, c'est dingue. Considérable, oui. Exactement, donc c'est un pays d'entrepreneurs. On a gagné le pari de la création d'entreprises dans notre pays, j'en suis convaincu. Il faut toujours l'entretenir. Il y a un enjeu aujourd'hui, fondamental, c'est la reprise d'entreprise. Et ce matin, j'étais en conférence de presse sur le sujet, puisque nous avons le grand événement en Île-de-France, mais je crois que c'est à peu près le plus gros événement sur la transmission reprise d'entreprise en Île-de-France, qui s'appelle Transfert, que nous avons co-créé avec les experts comptables, les commissaires aux comptes, d'accompagnement à la reprise d'entreprise. Là, on voit, parce que dans notre pays, 97% des entreprises ont moins de 20 salariés. Et c'est 60 et pas loin de 65-70% qui n'ont pas de salariés. Et pourtant, reprendre une activité, être accompagné avec du mentorat par exemple, mais être accompagné, gagner sa vie dans une activité qui est une petite activité alors que c'est un marché qui n'est pas évident parce que dans la reprise d'entreprise, il y a un marché caché, un marché visible. Donc là, le marché visible, c'est celui des toutes petites entreprises parce que ce n'est pas bankable pour les FUSAC par exemple. Mais d'accompagner dans cette démarche-là, c'est du lien social. Et on est en Île-de-France, mais regardez sur tout ce qu'il y a dans les territoires ruraux. Quand vous enlevez un menuisier, par exemple, qui fait travailler des gens, parce qu'il fait travailler le boulanger, il fait travailler tout ça également. Eh bien, ces gens-là, quand ça s'arrête, c'est de la perte d'activité, c'est de la perte de lien social, c'est véritablement du gâchis. Et il faut reprendre ça. Et un des enjeux, c'est les seniors. Oui. Malgré tout, on vit plus vieux. On peut le faire, voilà, parce que c'est pas des. Il y a des petites entreprises à reprendre où il n'y a pas énormément de risques en réalité quand vous avez un métier et la première ressource naturelle de notre pays. Donc les vocations. Les jeunes. Oui. Les jeunes qui sont formés et ils n'ont pas envie d'attendre 10 ans pour avoir les jobs de leurs rêves. Oui. Et ils ont envie d'entreprendre. Avant, ils voulaient être footballeurs. Après, ils voulaient être chanteurs. Depuis plusieurs années, ils veulent être entrepreneurs. Vous savez, j'en connais un petit rayon, j'en fais accompagner des centaines et des centaines depuis des années. Donc, il faut surfer là-dessus. Ouais. Les vocations sont là, il faut les encourager, surtout pas les décourager. On me dit dans l'oreillette que vous avez des agendas très chargés, on arrive bientôt au terme de notre émission. Peut-être Bruno Luquin, un mot sur la création, la reprise d'entreprise. Comment vous intervenez, comment vous appuyez justement ces vocations, ces envies, parce que quelque chose se passe visiblement. Alors, je pense que c'est aujourd'hui, en effet, je pense qu'on est en effet un pays d'entrepreneurs. Et pour en donner un exemple, aujourd'hui, la création d'entreprise ou le travail indépendant est aussi un levier en matière d'inclusion. Nous avons des expérimentations extrêmement intéressantes depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel en matière d'insertion par le travail indépendant. Et nous avons aussi soutenu des programmes d'inclusion par le travail indépendant qui permettent en effet de toucher des publics auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé, de tous âges, et qui trouvent finalement dans cette... compte tenu de ce que sont leurs conditions de température et de pression, leur situation personnelle, le travail indépendant peut être une solution très intéressante pour retrouver une place, une contribution. Parce que dans le fond, ce dont on est en train de parler depuis le début de la table ronde, c'est les conditions dans lesquelles on s'organise pour que chacun puisse contribuer, parce que chacun a de la valeur, chacun a quelque chose à apporter, et les populations qu'on n'aurait pas forcément regardées il y a quelques années, dans le contexte aujourd'hui, on redécouvre ce qu'elles peuvent apporter. Il faut absolument profiter de cette opportunité historique. C'est bien l'objet de la table ronde, l'articulation de compétences et d'engagement très fort. Peut-être sur l'inclusion, un mot, et puis on conclut nos échanges ou... Sur l'inclusion, c'est là aussi très intéressant. On le voit dans les quartiers prioritaires de la ville. On le voit lorsque nous, on mène des expérimentations autour des publics peut-être les plus éloignés, les résultats positifs que peuvent avoir les démarches que nous avons autour de la création d'entreprises. Ça, c'est le premier point. Et puis, j'ai presque envie de vous dire aussi, dans l'inclusion, il y a aussi l'égalité femmes-hommes. On en reparlera, mais c'est important. Ça veut dire qu'il y a certains secteurs qui doivent absolument féminiser, je pense à l'industrie, et qui sont engagés dans un processus de féminisation et que nous accompagnons pour permettre de répondre aux grands enjeux. Je pense aux ingénieurs, je pense à toutes ces populations-là qui sont prioritairement masculines. Et là, il y a un gros travail que nous menons, que nous continuons à mener ensemble pour générer cet effet vis-à-vis de l'égalité femmes-hommes qui est indispensable sur le plan aussi économique.
Merci d'avoir évoqué cet enjeu. On ne peut pas aborder toutes les problématiques, mais celle-là est évidemment essentielle. Alors c'est terrible parce qu'on pourrait échanger encore longtemps, mais il est l'heure de conclure nos échanges. Beaucoup de problématiques que vous avez posées, la question de la facilité de l'accès, de la simplification, de la lisibilité des dispositifs, la question de l'incarnation, extrêmement important, de dépasser les idées reçues. 18 millions d'entrepreneurs, des jeunes, des seniors, il faut les aider, il faut les accompagner, les vocations sont... La chaîne entrepreneuriale, la question aussi de l'alignement des planètes, c'est le moment. Et puis les JO aussi peuvent y contribuer. Beaucoup de messages. Peut-être un mot de conclusion pour celles et ceux qui nous regardent en présentiel au cœur de cet événement ici. Et puis peut-être pour celles et ceux qui nous regardent en replay, Nadine Crinier, quels sont les messages sur lesquels vous voulez insister, sachant qu'ils sont assez nombreux? Alors non, je pense qu'on est vraiment dans un grand moment de transformation, avec l'avantage que chacun, quelle que soit sa qualification, là où il vit, en territoire urbain, rural, QPV, peut trouver sa place. Donc qu'il bénéficie des accompagnements, qu'il vienne aussi vers, si on ne va pas assez vers lui, et puis de l'exigence aussi par rapport à l'accompagnement qu'il peut recevoir, et puis réciproquement, nous, une ambition de le conduire là où il souhaite aller et là où il y a des besoins. Merci beaucoup Nadine Crinier, directrice régionale Pôle emploi Île-de-France. Dominique Restineau. Le dernier mot que j'aimerais avoir, c'est ce qu'on a vécu, je pense, dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est créer la chaîne d'accompagnement à l'intégration professionnelle. Avec toutes les ressources qu'il y a forcément quelque chose qui va intéresser telle ou telle personne. Mais il faut qu'on travaille ensemble à construire cette chaîne d'accompagnement. Ça a été fait dans le domaine de l'entrepreneuriat. Véritablement, j'y crois sincèrement. Je pense que le défi qui est devant nous, et qui est encore plus important, parce que c'est là où le monde salarié ou autre est encore plus vaste. Mais là, il y a un chemin, et c'est là où ensemble, et avec d'autres, nous devons travailler. Mais c'est l'exemple de ce très beau salon. Et je tiens une fois de plus à dire au président du MEDEF Île-de-France que je le remercie et sa déléguée générale, parce que c'est un salon vivant, avec de l'espoir, qui a des solutions, qui offre des solutions. Cette table ronde en témoigne. Bruno Lucas, les messages sur lesquels vous voulez insister en conclusion? Et moi, je salue moi aussi le fait de rassembler dans ce salon tous les acteurs, et on sent qu'il y a une énergie, et notre échange le montre qu'il y a des possibilités. Moi, ce qui me paraît important de se dire, c'est que je crois qu'on partage tous fondamentalement un très grand pragmatisme. Madame Grandjean l'a dit ce matin, l'État sera à l'écoute des travaux, notamment des partenaires sociaux, qui sont des acteurs absolument centraux dans cette réflexion. S'il faut bouger des curseurs sur les dispositifs, ces curseurs bougeront. Et puis derrière, il y a un travail qui devra être fait aussi en parallèle de tricotage, de connexion, de relations sur le terrain, au niveau national, au niveau régional. Et c'est finalement ensemble qu'on réussira à traiter ce qui n'est pas un problème, encore une fois, mais qui est une vraie opportunité pour notre pays. Merci. Et vous avez raison de positiver les choses. Michel Yael. Non, je m'associe à ces félicitations. Je pensais que la différence entre un salon réussi et un salon pas réussi, c'est qu'un salon réussi n'est pas un saloon, c'est-à-dire que vous poussez une porte, mais vous ne la reprenez pas dans la figure. Donc, je crois qu'on est dans quelque chose de plutôt 5 étoiles. Deuxième conclusion, peut-être moins humoristique et plus banale, mais je crois que c'est important. Je pense qu'il faut qu'on arrive les uns et les autres, et Dieu merci, on a de la matière, à valoriser ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne à travers des personnages, des individus, des individualités, des groupes humains, j'en sais rien. Bref, qu'on donne à voir des trajectoires qui soient un tout petit peu exemplaires, non pas éthiquement exemplaires, mais techniquement exemplaires, de gens qui, au fond, sont passés à travers ces dispositifs et ont réussi, qui a créé leur entreprise, qui a trouvé un emploi, qui a changé d'emploi. Et des histoires comme ça, on en a plein. Il y en a tellement qu'on n'arrive pas vraiment à les valoriser. Et il me semble notamment, pas que pour eux, mais notamment pour les plus jeunes, que ça sera un élément d'entraînement supplémentaire. Voilà, la communication à la portée de tout le monde. Valoriser une sorte d'ambassadeur, oui, effectivement, voilà une bonne idée. Média comme acteur public peut largement y contribuer. Stéphane Masse. Non, mais ce salon, il est un exemple pragmatique du travailler ensemble. Travailler ensemble, on le prouve aujourd'hui, ce n'est pas que des 20 mots, mais on est bien, non pas des diseux, mais des faiseux.
Et je crois qu'il faut le mettre aussi en avant. Et on prouve ainsi qu'on le fait pour l'ensemble des femmes et des hommes qui sont sur le marché de l'emploi ou qui souhaitent se reconvertir. Premier point. Deuxième point, je partage totalement votre point de vue. Il y a de belles histoires. Alors, je ne suis pas là pour faire de la béatitude, hein, mais il y a des superbes histoires et je crois qu'on a tout intérêt à communiquer plus sur ces belles histoires de reconversion réussie, de parcours réussis et venant de tous les horizons, de tous les âges, femmes, hommes. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est ces parcours pour montrer que la reconversion, elle est possible. Ce n'est pas une espèce une montée de l'Everest, mais qu'elle est bien possible lorsqu'elle est bien accompagnée. Voilà. Merci, merci. On a démarré la table ronde en parlant de dispositifs, de mécanismes. C'est très bien. On a basculé vers l'incarnation des hommes, des femmes qui accompagnent et puis d'autres qui mettent en place les projets. Merci, un énorme merci à tous les 5 pour la richesse de vos interventions. Merci à l'organisation de ce salon, à MEDEF Île-de-France pour tous ces échanges qui sont passionnants. Vous pouvez retrouver sur Acteurs Publics TV tous les entretiens qu'on réalise ici. À très vite.